Bonjour à tous, on est toujours en direct du Salon des entrepreneurs de Paris. On continue cette journée de fou et on va parler d'innovation. Et pour ça, j'invite mon futur co-animateur, Quentin Perrodo, à venir pitcher sa boîte. Salut Quentin. Je t'invite à prendre une craie et à nous dessiner ton entreprise. Et on va essayer, je vais essayer avec le public, j'espère, de deviner. La lettre pi, je dirais, je sais pas. Un fauteuil, on me dit. Un fauteuil de bureau ergonomique. Il y a de l'idée quand même dans l'ergonomie. Pour se tenir droit. Un t-shirt pour le mal de dos. Est-ce que c'est ça, Quentin? Mais oui, c'est ça. Bravo, Mathilde. Quentin, je t'invite à venir à côté de moi. Alors, tu es le cofondateur de Perco. Oui. Alors, Perco, visiblement, c'est des t-shirts qui aident à se tenir droit. D'ailleurs, il faut qu'on se tienne très droit. Pendant cette émission, on a l'impression. Pour représenter la marque. Et comment tu as eu l'idée de créer Perco? C'est toi-même, tu avais des mal de dos ou tu ne te tenais pas bien? Eh ben, je représente un peu mon associé parce que c'est mon associé qui a eu l'idée, Alexis Huco. Son papa est dentiste, toujours sur ses patients, et tous les dentistes du monde ont toujours mal au dos. Ouais. Ah ben, je savais pas. Les pauvres, on les plaint. On se rend compte qu'en fait, il y a 20% des maux de dos qui sont d'origine inflammatoire. C'est les maux de dos qu'on va soigner avec un médicament. Mais il y a 80% des maux de dos qui sont dus à notre mauvaise hygiène de vie. Et en l'occurrence, souvent notre mauvaise posture, on est souvent assis, mal assis. Quand on fait du sport, on n'a pas toujours les bons gestes, les bonnes postures. Quand on est au travail, quand on porte une charge lourde, on a souvent aussi des postures qui sont mauvaises. Et donc, on a ce besoin d'un rappel à l'ordre pour nous inviter finalement à nous redresser. C'est exactement ce que va faire notre produit. Parle bien dans le micro. C'est exactement ce que va faire notre produit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on commence à s'avachir, eh bien, on a une action au niveau du bas du dos, une action au niveau du thorax qui invite finalement à se redresser. Alors, c'est quoi cette action qui invite? C'est pas une décharge électrique quand même, parce que ça a l'air sympathique comme ça, mais... Alors, c'est pas du tout une décharge électrique, non. C'est finalement des tenseurs qui vont se tendre en cas de mauvaise posture et qui viennent en fait parcourir le dos et qui viennent à chaque fois que je commence à m'avachir se tendre, et en se tendant finalement ça va créer une action mécanique qui invite à se redresser. Est-ce que tu as des résultats concrets justement sur peut-être les maladies du travail, sur les personnes sur leur ordinateur? Est-ce que tu as des résultats sur les maux de dos? Alors aujourd'hui on est heureux d'avoir aidé plus de 60 000 personnes en l'espace de 3 ans. Donc on a pas mal de consommateurs, on a aussi pas mal d'études. C'est un produit qu'on a développé pendant 1 an avec des chercheurs sur le système musculo-squelettique, avec des spécialistes du textile innovant, parce que c'est aussi une affaire de textile innovant. Et puis on travaille aussi avec des sociétés, notamment Orano, anciennement Areva, qui équipe ses salariés avec notre produit, avec qui on a fait de nombreuses études pour démontrer effectivement je dirais la force de notre produit, qui est à la fois de se tenir mieux et en plus d'avoir moins mal au dos. Je passerai une petite commande quand même, parce que chez WeDoBiz, on a des tables qui sont vachement hautes et nos ordi vachement bas. On a super mal au dos. Donc on veut bien essayer les t-shirts Perco. Ça fonctionne aussi vraiment quand on est un salarié lambda, ou c'est surtout quand on fait justement de la manutention? Non, et je dirais que c'est pas que pour les salariés finalement. Aujourd'hui, on vend principalement finalement à du B2C, donc sur notre site internet perco.com. Et on vend aussi aux sociétés, mais c'est vraiment pour la vie de tous les jours. C'est un sous-vêtement qu'on vient mettre sous les vêtements et qui va finalement nous aider à nous redresser. Et ça vaut combien ce t-shirt? Le produit est à 129 €. Ah, c'est un investissement quand même, hein. Par rapport à par exemple 2 séances de kiné, c'est moins cher. Et puis on va vraiment travailler sur le long terme avec une rééducation et puis avec une rééducation sur le long terme. D'accord. Je te propose d'accueillir notre prochain invité qui s'appelle Clément. Il n'était pas prêt du tout. Clément, bonjour. Je te propose de pitcher. T'effaces mon beau dessin finalement. T'es obligé d'effacer. T'aurais pu dessiner à côté. Il était très très beau ton dessin. Merci. Très scientifique. J'admire. Alors Clément qui va nous pitcher son projet, son innovation. Vas-y, on te regarde. Bah oui, vas-y. C'est parti. Un mur. Nous, on sait un peu ce que c'est. Donc, ouais, faut pas trop dire.
Un smartphone. Des Lego. Captain Obvious nous dit un smartphone derrière. Une application. Il prend son temps en tout cas. Hein. Une calculatrice. On progresse doucement. Je ne sais pas si une calculatrice sur le téléphone, c'est une vraie innovation pour l'instant. On n'y est pas encore. Une galette. Alors voilà. Le soleil, il y a de la couleur. Non, c'est pas ça. C'est pas la météo. J'ai donné un petit indice, c'est sur l'immobilier quand même. Ouais, moi j'ai deviné, c'est d'une évidence, mais Clément, je te propose de t'asseoir et de nous présenter Solène. C'est incroyable. C'est un outil qui permet de mesurer l'ensoleillement. Exactement, c'est ça. En fait, on adresse les professionnels de l'immobilier à partir de la problématique en fait, qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter un appartement, une maison, la luminosité, c'est un critère qui est hyper important. Ça fait même partie des 3 premiers critères de choix. Et il n'y avait pas en fait, d'indicateur sur le marché qui permettent de mesurer, de calculer la luminosité naturelle et l'ensoleillement du logement dans lequel vous allez vivre. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, à partir d'une application mobile, il faut prendre des photos à chaque fenêtre du logement en question. Et ça vous donne en fait, le nombre d'heures d'ensoleillement et le nombre d'heures de luminosité du logement. Et ça marche comment en fait? Tu as une notation, ça va de 1 à 10? Alors, il y a un algorithme de calcul et en effet, on fait une notation en nombre d'heures par jour. Et donc, on va vous dire pièce par pièce pour votre salon, votre salle de bain, votre chambre, le nombre d'heures où vous allez pouvoir avoir du soleil dans la pièce et également le nombre d'heures où vous allez avoir de la luminosité. Et aujourd'hui, vous avez émis combien de certificats? Alors, on vient de passer la barre la semaine dernière de 20 000 certificats générés depuis Bravo. 1 an et demi, donc on est assez content. Le VRP. Et on va passer à notre suivant, peut-être une fille, Mélissa. Je sens que son dessin, ça va vous plaire. J'ai une intuition qui va nous dessiner son projet innovant. Je sens que ça va deviner très très vite sur ma gauche là. Je pensais pas que ça allait être aussi graphique, mais ok. Elle s'applique en tout cas. Des soutiens-gorge. Mathilde, tu te reconnais dans le c'est que tu es lequel? Quel père choisi? Ah ben oui, non mais là, ok, il y a un indice quand même. S'il y a différentes formes, c'est qu'il y a différentes... Des soutiens-gorge qui s'adaptent à notre morphologie. C'est ça. Mathilde a deviné. Mathilde, assieds-toi, je t'en prie, Mélissa. Il y a Mathilde qui a deviné, je pense que c'est une future cliente. Ouais, tu peux prendre le micro, celui que tu veux. Alors, dis-nous tout sur Lolo Paris. Lolo Paris, c'est une marque de lingerie sur mesure. Et donc, l'idée, en fait, c'est de réinventer le système de taille. Donc, de créer une nouvelle matrice de taille basée sur un algorithme. En fait, on a fait le constat avec mon associé Océane Brière que le système de taille qui est utilisé actuellement n'était pas adapté puisqu'il se basait sur 2 mesures. Nous, chez Lolo, on utilise 6 mesures pour vraiment créer un soutien-gorge qui est adapté à la morphologie de chaque femme et pour pouvoir créer un soutien-gorge ultra confortable. Et ça coûte combien en moyenne? Alors, donc, le produit n'est pas encore commercialisé. Il sera commercialisé cet été. Et donc, ce sera un soutien-gorge à 90 €. 90 €. Ça reste correct pour un bon soutien-gorge fait quasiment sur mesure en fait. Oui. Super, merci beaucoup Mélissa. On va accueillir notre dernière invitée. Je t'invite à venir pitcher Grégoire. C'est dommage d'effacer ces magnifiques dessins. Mais non mais vas-y, écoute, ça me perturbait moi. J'ai une petite question en attendant. Est-ce qu'on peut mettre un soutien-gorge Lolo et un Perco en même temps? Ah. Eh ben, c'est une excellente question. Alors on est en pleine forme dans ces cas-là, c'est nickel. Ouais, je pense qu'effectivement c'est très adapté. On va quand même se concentrer sur Grégoire et son dessin. Ouais. Ah, tout de suite c'est moins fun que les lolos, mais bon, on va quand même essayer de se concentrer. Alors déjà le transport d'un point A à un point B, ça c'est d'une évidence même. Il y a un téléphone, il y a une application. Est-ce que oui, tu nous dis oui, tu nous dis non? Il y a une application pour se déplacer. Une application pour trouver des raccourcis? Et alors non, c'est du fret, c'est du transport de marchandises?
Alors, explique-nous tout, Grégoire, parce que là, je suis plus concentrée. Là. J'y arrive plus à... Dis-nous tout, Grégoire. Alors, on est dans le monde de la mobilité partagée. Donc, vous êtes Padam, déjà, voilà, Padam. Ouais. Padam, donc je suis cofondateur de Padam. Donc, on est une société tech qui permet en fait d'opérer des services de transport en commun de manière différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des lignes fixes avec des horaires fixes, eh ben, on permet aux clients, aux voyageurs de réserver leur trajet et on optimise les itinéraires des véhicules en fonction de ces réservations. C'est ce qu'on appelle de manière générique du transport à la demande. Et donc, nous, on est là en fait pour mettre à disposition la technologie qu'on a créée, la mettre à disposition des opérateurs de transport en commun ou des collectivités pour leur permettre d'opérer plus efficacement, c'est-à-dire de faire des économies dans l'exploitation, d'avoir des services qui sont plus attractifs aussi, plus centrés utilisateurs et voilà, faire plus avec autant de ressources, optimiser les services de mobilité. C'est un peu plus clair quand même, merci beaucoup. Merci. Une petite question peut-être pour commencer, mon co-animateur. Est-ce que tu as une question à leur poser à tous les trois? Alors, on peut peut-être déjà rappeler le thème du débat. Oui, tout à fait, c'est l'innovation. Moi, j'avais une question sur justement peut-être la recherche, les brevets. Je ne sais pas, ça te va pour commencer là-dessus. Même toi, est-ce que tu as une expérience là-dessus? Oui, nous, on a commencé, c'est vrai, par une année de recherche et développement. Et c'est vrai que finalement, pour nous, finalement, les 4 entreprises qui sont là, l'innovation a été... quelque part ce qui nous a permis d'innover, c'est-à-dire que ça nous a permis d'avoir une différenciation, d'avoir un produit qui est complètement différent de ce qui existe sur le marché et d'apporter finalement une vraie valeur. Pourquoi c'était important pour toi, Clément, finalement, d'arriver avec une innovation et pourquoi tu n'as pas fait quelque chose dans l'immobilier? Il y a peut-être d'autres choses plus classiques finalement, un concurrent à se loger, tu aurais pu imaginer pas mal de choses finalement. Alors nous, en fait, la luminosité, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il y a déjà en fait des bureaux d'études traditionnels qui mesurent la luminosité sur des gros projets immobiliers, notamment sur du tertiaire ou des projets comme cela. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est des études qui sont assez coûteuses, plusieurs milliers d'euros par logement en général. Et du coup, on s'est plutôt posé la question de comment est-ce qu'on pouvait calculer cette information de manière différente à partir d'un smartphone. C'est un objet qu'on a toutes et tous dans nos poches aujourd'hui, pour en fait rendre l'information accessible à monsieur, madame, tout le monde lorsque vous voulez acheter votre logement, quoi. Et donc c'est pas forcément une innovation on crée pas quelque chose de nouveau, disons qu'on rend accessible quelque chose qui existait déjà à une population qui pouvait pas y avoir accès avant. Mélissa, moi j'ai envie de te demander comment est née cette idée justement nouvelle. Forcément ça vient de l'expérience, j'imagine. Oui, en fait, toutes les deux avec Océane... Parle bien dans le micro. Pardon. Toutes les deux avec Océane, on avait des problèmes de confort avec nos soutiens-gorge. Donc on a un peu étudié le truc et les marques, elles communiquent sur une matrice de taille où il faut prendre 2 mesures. Donc on s'est dit, déjà, on va commencer par prendre nos mesures, chose que beaucoup de femmes ne font pas. Il y a près de 70% des femmes qui n'ont jamais pris leur mensuration au niveau de la poitrine. Donc voilà, on a commencé par faire le test sur Océane et en fait, ce qui nous a un peu choqué, c'est que ces mesures ne rentraient pas dans la matrice de taille communiquée par les différentes marques. Donc on s'est dit que les seins, avant d'être des tailles, c'était des formes et on trouvait ça pas normal de ne pas rentrer quelque part dans la matrice. Donc voilà, d'où est venue l'idée, c'est de notre propre expérience. Grégoire, quand on a une idée qui est nouvelle, innovante, est-ce qu'il faut être 2 fois plus convaincant que n'importe quel autre entrepreneur? Est-ce qu'il faut y aller plus fort? Est-ce qu'on est plus fort à plusieurs? Il faut être plus convaincant encore, avoir plus d'armes quand on a une bonne idée comme ça, une idée nouvelle. Je pense que nous, en tout cas, on n'est pas parti du principe qu'on avait une idée et que l'idée en soi était incroyable. On avait envie d'innover, c'est vrai. Et après, c'est effectivement la force de la valeur ajoutée qu'on apporte. Donc nous, on savait qu'on s'attaquait à un problème que tout le monde vivait. On est parti vraiment d'un cas d'usage qui était très simple, que beaucoup ont vécu, qui est le transport de nuit. On s'est dit, quand on veut rentrer chez soi, donc à Paris, que le métro est fermé, on a les bus de nuit, personne ne les comprend. En même temps, on n'a pas envie de prendre un taxi parce que c'est trop cher. Donc on s'est dit, on veut un service de transport qui soit à la fois flexible et en même temps qu'on puisse partager pour que ce soit moins cher. Donc c'est ça en fait la force de l'idée, c'est la force du problème sur lequel on travaille. Après l'innovation, elle vient de là et on est venu sur de l'innovation technologique parce que ça nous permettait de résoudre le problème en fait. Intéressant. Ma prochaine question est pour Mélissa. Mélissa, pour toi, ça a été quoi la plus grosse difficulté pour arriver à innover ?
Alors nous, je dirais que notre principale difficulté, c'est de trouver des partenaires, notamment une usine qui nous suit. En fait, on bouscule un peu le concept de l'industrialisation qui est de faire des modèles à la chaîne, identiques, voilà, pour aller toujours, pour faire au moindre coût et pour aller plus vite. Voilà, nous, on va un peu à l'inverse de ça, où on produit à la commande. Donc du coup, on produit vraiment sur mesure. Donc voilà, il y a les usines classiques entre guillemets qui peuvent être un petit peu, qui peuvent avoir peur de cette nouvelle méthode de production qui prend plus de temps. Donc voilà, c'est aujourd'hui notre principale difficulté de trouver des partenaires industriels. Clément, même question, peut-être un obstacle qui t'a marqué sur ton parcours? Nous, en fait, au départ, l'idée qu'on avait créée de mesurer la luminosité et l'ensoleillement, on ne l'avait pas forcément imaginé pour l'immobilier. Au début, c'était vraiment pour mesurer en fait, l'ensoleillement des terrasses de cafés et de restaurants. D'accord. Et justement, on disait aux gens où aller boire une bière au soleil autour de chez vous. Super bonne idée. Super bonne idée, valide. évidemment. Mais une idée qui est quand même difficile à monétiser. Et en fait, au départ, la vraie difficulté pour nous, ça a été de trouver la bonne cible et le bon business model. Et justement, en se disant qu'il y avait plus de valeur à capter par notre solution dans l'immobilier que dans le secteur de la restauration ou des bars. Et donc, ça a été ça le plus gros frein au départ. Et vous avez fait comment justement pour voir où est-ce qu'il y avait la valeur ajoutée la plus importante? On a fait un grand tableau Excel et sur chaque ligne, en fait, on a mis tous les marchés sur lesquels la luminosité et l'ensoleillement pouvaient être intéressantes. Donc il y avait évidemment celui des terrasses, des bars, il y avait l'immobilier, il y avait aussi le photovoltaïque. On avait aussi réfléchi à une époque à aider les gens à acheter la bonne plante qu'ils pouvaient mettre au bon endroit chez eux en fonction de l'ensoleillement de votre jardin ou de votre terrasse. Donc voilà, on a testé un peu tous ces marchés en essayant de voir lequel était le plus pertinent et c'est comme ça qu'on a choisi. Quand on a une innovation, comment est-ce qu'on justement on communique sur quelque chose de nouveau? C'est un vrai défi, ça aussi. Perco, comment on vend parce que aussi c'est du B2C. Comment est-ce que tu vends, tu communiques ton produit? Je dirais que c'est la force des réseaux sociaux et c'est la force du monde d'aujourd'hui. C'est qu'au final, surtout quand on a une innovation, on va arriver à faire des contenus qui sont bien partagés. C'est ce que vous faites chez WeDoBiz. Donc on va arriver à faire un contenu qui est différenciant, qui est très partagé, on va essayer de faire le buzz avec notre contenu. Et c'est ça finalement qui va nous permettre d'exister. Et finalement pour pas très cher parce qu'on va justement bénéficier d'une communauté avec des messages et une croissance organique au niveau de la croissance des contenus. Vous êtes fait accompagner chez Padam, Grégoire, sur le début pour vous aider à vous développer? Alors oui, on s'est fait accompagner à tous les stades de l'entreprise et c'est hyper important, effectivement. Donc on a des advisors qui nous ont aidés, notamment nous on a beaucoup travaillé avec des grands groupes. C'est souvent compliqué à comprendre, donc c'est vrai qu'on s'est appuyé sur des gens qui venaient de ces grands groupes, qui les avaient vus de l'intérieur et qui nous ont accompagnés. Et voilà, c'est clé évidemment, je pense que tous les entrepreneurs le disent, et rétrospectivement on aurait pu encore plus se faire accompagner. Est-ce que vous avez été accompagné chez Perco? On a effectivement bénéficié de l'accompagnement du MoveJ, que je recommande à tous les jeunes entrepreneurs. C'est une association qui est absolument formidable et qui permet justement d'avoir un mentor et d'avoir quelqu'un à qui parler avec des rendez-vous qui sont là une fois par mois et qui vont permettre justement de créer un moment une fois par mois où on peut débriefer de ce qu'on a fait, où on peut se projeter un petit peu sur l'avenir. Et c'est vrai que le MoveJ fait ça très très bien. C'est une vraie question, ça. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ce contexte, on a l'impression qu'on peut se lancer tout seul. Est-ce vous avez eu besoin de quelqu'un, Mélissa? Oui, nous concrètement, c'est pas notre cœur de métier à la base, les réseaux sociaux et le digital. Donc on a besoin de se faire accompagner, de se faire conseiller. Après, il y a des agences aussi qui font ça très bien. Qui ont un certain coût, mais oui, c'est évident qu'il faut se faire accompagner sur ce genre de sujet quand c'est pas son cœur de métier. D'accord. Une autre question peut-être pour notre panel co-animateur? Il avait tellement bien bossé son rôle. Non, j'essaye de trouver une question, je pense qu'elle va être pour Clément. Non mais moi j'en ai plein sinon. Ouais. Vas-y, je te laisse poser une question. Est-ce que tu as envie de donner, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en train peut-être de se lancer, qui a une idée nouvelle comme ça? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, selon toi? Alors ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est essayer de définir véritablement qui va être l'utilisateur final et d'essayer de comprendre cette personne-là.
Je prends un peu notre exemple chez Solène, c'est qu'au début, donc nous on travaille aujourd'hui avec des promoteurs immobiliers et des agences immobilières. Moi j'ai jamais vendu ni acheté d'appartement. C'est un métier que je connais très peu en fait, ou que je connaissais très peu au départ. Et l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre au mieux comment fonctionnent ses clients, quelle est la cible et quels besoins en fait on répond avec sa solution. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on a déjà fait une bonne partie du travail, quoi. Même question, Grégoire. Ouais. Un conseil Pour donner un conseil suffisamment générique, je pense qu'il faut vraiment travailler ses fondamentaux. Il y en a deux. Il y a le marché. Et le marché, ça veut dire quoi? C'est le besoin sur lequel on travaille. Donc il faut un besoin qui soit suffisamment fort, dont on sait qu'on va être capable de le monétiser. Donc il va effectivement représenter un marché avec de l'argent. Et ensuite, c'est la capacité d'exécution, donc qui est quand on se lance, qu'on est une petite équipe comme ça, la capacité d'exécution, c'est essentiellement les personnes. Donc avoir dans les fondateurs les compétences vraiment cœur qui vont permettre d'exécuter le projet, d'emmener ça avec la plus grande ambition possible. Toi Clément, tu penses que c'est quoi la plus grosse erreur que tu aies fait au cours de parcours de Solène? On dit souvent le rôle de l'entrepreneur, c'est d'arriver à prendre... souvent on dit on prend 10% de bonnes décisions, 90% de mauvaises. Et le but finalement, c'est d'arriver à ne pas refaire la même erreur. Donc des erreurs, on en fait tous plein. À ton avis, c'est quoi la plus grosse erreur et finalement ce sur quoi tu pourrais nous alerter pour pas qu'on fasse la même? Bon, non, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a fait beaucoup d'erreurs, surtout au début. Et non, l'erreur qui m'a vraiment marqué au tout départ, c'était vraiment de se tromper de cible et en fait de rester concentré sur l'idée initiale et de pas justement voir qu'en fait ce qu'on faisait c'était intéressant mais que c'était pas très pertinent finalement. Et ça a été le premier pivot en fait de Solène, de se dire voilà, on change complètement de marché, on repart quasiment de zéro. Et ça a été, on a passé un peu de temps au début à se chercher. Mais ça a été la plus grosse erreur au départ, ça a été de se tromper vraiment de cible sur notre solution. Apprendre de ses erreurs, c'est vraiment la leçon qu'il faut retenir, je pense. Je vais me tourner vers notre public en folie. Est-ce que, Grégoire, tu peux... Voilà. Bonjour, public en folie. Est-ce qu'il y a parmi vous des entrepreneurs qui ont envie de venir pitcher leur business? C'est maintenant ou jamais, si vous avez envie de présenter en 30 secondes. Il faut se lancer. On me dit dans l'oreillette qu'il y a plus de futurs dirigeants ici que de dirigeants. Si vous êtes un futur dirigeant, c'est le moment ou jamais. Sinon, tu vas, Mathilde. Qu'est-ce que tu pitches un projet? J'ai rien à pitcher, moi. Non? Ah non, moi je Alors, pitche une question peut-être. Une question dans la salle. Un monsieur, là. Je suis déjà un ancien, moi. Donc, on vous écoute, monsieur. Alors, moi, très simplement, pendant 16 ans, j'ai créé une société de conseil spécialisée dans le lobbying. D'accord. Je l'ai spécialisée sur l'action stratégie des réseaux. Voilà. Et après, j'ai créé Puissance Réseau. C'est-à-dire, tout simplement, vous êtes patron d'une boîte, voilà mon marché, voilà mon offre. Je veux aller là, je ne sais pas y aller. Je fais une radiographie du secteur, je fais une cartographie des structures cibles, des seeders clés et des connecteurs clés. Dans les réseaux, on ne sait pas, ce sont les connecteurs clés qui sont les plus importants, parce qu'on ne connaîtra jamais tout le monde. D'accord. Ensuite, je travaille les éléments de langage, et ensuite, j'organise les rencontres. Ah, il a feinté le monsieur. Ah non, vous ne pitchez pas et vous ne posez pas de questions. Mais attendez, il faut dessiner, monsieur. Je ne veux pas vous lâcher, monsieur. Quelle est monsieur, peut-être votre vision sur ces jeunes entrepreneurs qui ont eu des idées innovantes? Alors, écoutez, moi, je viens de passer. J'entends, on peut présenter rapidement ce qu'on fait. Ben voilà, non, j'ai pas écouté. Je suis désolé. Non, mais avec plaisir. Voilà. Donc, sachez. Merci. C'est bien. Personne ne veut pitcher? Non? Ok. Bon, moi j'ai une question. Merci. Non, moi j'ai une question. Non, je m'interroge parce qu'on en parlait ce matin. On avait une émission sur l'échec, qui est quand même quelque chose d'important quand on entreprend. Et on entendait ce matin que c'était compliqué d'aborder l'échec quand on allait vers un secteur innovant, parce qu'on est persuadé que son innovation est la bonne. Malheureusement, si ça ne marche pas, c'est plus compliqué de rebondir. Est-ce que c'est plus compliqué d'entreprendre quand on innove par peur de l'échec ou pas? Qui veut répondre? Grégoire? Moi, je ne dirais pas. Enfin, l'innovation, ça reste un moyen d'arriver quelque part. L'échec, il peut arriver à tout le monde. Voilà, je pense qu'il faut... alors, nous, on a une histoire, on a été très résilients, justement. On a pivoté beaucoup de fois, chaque fois en cherchant à innover. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il faut... innover, c'est un moyen aussi de se créer ses opportunités. Voilà, comme Christian qui vient et qui se crée une opportunité en pitcher sa boîte.
Voilà, je trouvais. Il a raison. Non, mais c'est une leçon intéressante. Voilà, donc c'est exactement. Donc non, je pense pas. Il faut innover, c'est un moyen de se créer ses opportunités, et d'avoir de la chance en fait. Voilà, de créer ses propres. Et finalement, pour rebondir sur ce que tu dis, il n'y a pas d'opportunité sans risque. Et quand on entreprend, on prend plein de risques. Le fait d'innover, c'est un risque supplémentaire, un risque qu'on prend, qu'on assume en innovant, mais ça va créer aussi une opportunité. Et c'est ce risque pris, si l'innovation est bonne et qu'elle trouve son marché, qui va permettre derrière d'avoir un business qui tourne et d'avoir une valeur ajoutée bonne. Et Mélissa, pour vous, le risque de l'échec, en fait, ça a été un frein ou une motivation ? C'est plutôt une motivation. Enfin, nous, justement, c'est ce qui nous excite, c'est ce challenge. Et voilà, on est consciente qu'à tout moment, on peut échouer. Mais après, je pense que ça dépend des personnalités. Nous, c'est ce qu'on trouve aussi excitant et c'est ce qui nous motive au quotidien. Eh bien, merci. Ah, Mathilde. Pardon, non, mais je suis hyper inspirée là. Moi, non, mais juste une dernière question. Je me demande, en tant qu'innovateur, quelle innovation vous regrettez de ne pas avoir eue ? Clément, c'est pour toi ça. Bon, ça va être un peu... Non, je me suis toujours dit que dans une autre vie, j'inventerais une pilule pour pas avoir la gueule de bois. Donc voilà, c'est l'innovation que j'ai jamais... Est-ce qu'on peut l'avoir pour demain ? Exactement. Il y a un peu de travail de R&D dessus quand même. Ouais. Je crois qu'il y a une autre question dans le public. Quelqu'un que je ne connais pas ? Pas du tout. Bonjour l'équipe WithWith, merci à tous. J'ai une question sur les financements. Lorsqu'on cherche des financements, est-ce que l'innovation est un frein, une qualité ? Comment ça se passe ? On en a un petit peu parlé. Qui est-ce qui veut répondre ? Alors, je Grégoire ? pense qu'en France, on valorise quand même énormément l'innovation dans l'investissement. Alors, c'est très, très vrai sur la partie R&D où voilà, quand on arrive à montrer qu'on fait de l'innovation, recherche, développement, il y a vraiment quantité de manières de se faire soutenir. Voilà, c'est peut-être un peu moins vrai quand on travaille sur les innovations d'usage de business, mais encore, moi, je trouve que la mentalité a énormément évolué en quelques années. Quelqu'un veut rebondir en plus Non, je pense que c'est la même réponse en fait. BPI aide énormément l'innovation et quasiment que la recherche et l'innovation au final. Mais toutes les innovations d'usage, mais à chaque fois ils partent de l'innovation. Et le fait qu'on soit en France fait que finalement les financements, pour le coup, ça crée des opportunités supplémentaires de financement. Eh ben, merci Clément de Solène, Mélissa de Lolo Paris, Grégoire de Padam et mon super co-animateur Quentin de Perco. Merci Hélène. Merci à tous les quatre et nous on se retrouve dans très peu de temps pour une nouvelle émission.